À la une de cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde, célébration de la journée mondiale de la petite et moyenne entreprise. Le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat sensibilise à Garoua, dans la région du Nord Cameroun, une concertation grandeur nature qui vise à présenter les opportunités et les atouts des centres de gestion agréés mis en place pour sortir les petites et moyennes entreprises du Cameroun de l'informel. Hors de nos frontières, au Rwanda, il est désormais possible d'apercevoir des femmes aux commandes de mototaxi à Kigali se frayant un passage au milieu des bouchons dans la capitale du pays. Coupe du Cameroun de football, le vainqueur de l'édition 2019 sera connu dimanche prochain au terme de la finale qui va opposer Stade Renard de Melun à FAB de Yaoundé, une finale qui sera présidée par le Premier ministre, le Dr Joseph Dione Ngouté, en lieu et place du président de la République, Paul Biya. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette édition de l'information, édition que nous ouvrons par le dossier de la rédaction ce soir, célébration de la journée mondiale de la petite et moyenne entreprise. Le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat du Cameroun, sensibilisé à Garoua, la capitale régionale du Nord Cameroun, une concertation grandeur nature qui vise à présenter les opportunités, mais également les atouts des centres de gestion agréés mis en place pour sortir les petites et moyennes entreprises de l'informel. Frédéric Moutomé, Seydou Fonzi. C'est à Garoua, dans la région du nord du Cameroun, que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat a célébré l'édition 2019 de la journée mondiale consacrée aux PME. Une occasion idoine saisie par le docteur Achille Basliken III pour lancer les caravanes de sensibilisation sur les centres de gestion agréés à la salle des actes de la communauté urbaine de Garoua. Il s'est agi de susciter une plus grande adhésion des petites et moyennes entreprises au centre de gestion agréé à l'effet de faire de ces cibles majoritairement installées dans le secteur informel des unités structurées et formelles capables d'induire une transformation performante du tissu économique national et de relever la courbe de croissance à des niveaux souhaités. Depuis le lancement de ces caravanes de sensibilisation à l'inscription au centre de gestion agréé, on a noté un accroissement de tous les opérateurs qui en fait vont s'y inscrire pour tirer parti de cette inscription. Aujourd'hui, nous avons plus de 11 000 adhérents à ces centres de gestion agréés, ce qui, de mon point de vue, est le reflet du dynamisme de ce dispositif que nous allons continuer d'étendre et surtout de nous assurer que de cette façon, tous les acteurs jouent le jeu pour renforcer le développement économique de notre pays. Selon le docteur Achille Basliken III, les résultats attendus dans cette 4e édition des caravanes de sensibilisation sur les centres de gestion agréés dans les régions du Nord et de la Damawa sont entre autres de vulgariser les centres de gestion agréés, de dresser la cartographie des CGA fonctionnels et de la mettre à disposition de tous les acteurs de la filière. Et sachez que tous ceux qui se rendent vers les centres de gestion agréés ont la possibilité de mieux tirer parti des dispositifs que le gouvernement met en place en termes d'incitation, comme par exemple la possibilité pendant les 2 premières années de ne pas payer sa patente, la possibilité pendant les 3 premières années de bénéficier de moratoire, même sur le plan fiscal. Et tout ceci donc vise à permettre également aux acteurs qui sont régulièrement inscrits dans les centres de gestion agréés de bénéficier même de facilités bancaires. Donc il y a tout un ensemble d'avantages aujourd'hui pour les opérateurs, pour les acteurs du secteur informel à s'inscrire auprès des centres de gestion agréés. Au moins 2000 nouvelles adhésions des PME sont enregistrées dans les centres de gestion agréés. Le nombre de CGA fonctionnels s'accroît au quotidien. Le secteur privé, qui s'est fait une place au soleil dans l'informel, s'approprie d'ailleurs des programmes gouvernementaux développés au sein des administrations sectorielles avec en toile de fond leur transformation. D'ailleurs, selon les chiffres du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, au moins 1000 acteurs du secteur informel migrent progressivement vers l'économie formelle.
Cette journée mondiale de la PME qui se célèbre tous les 27 juin de chaque année est l'opportunité d'interpeller l'opinion nationale sur l'importance des petites et moyennes entreprises dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Praxet Toulou. La journée des micros et des petites et moyennes entreprises célèbre leur importante contribution au monde du travail, aussi bien dans les économies locales que mondiales. Employant généralement moins de 250 salariés, elles jouent un rôle primordial dans les pays en développement. Selon les données fournies par le Conseil international pour la petite entreprise, ICSB, les micros, petites et moyennes entreprises, MPME, dans les secteurs formels et informels, représentent plus de 90% du nombre total d'entreprises et la moitié du PIB mondial, pour 60-70% des emplois dans le monde. L'Assemblée générale a décidé de proclamer le 27 juin journée des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises afin de sensibiliser l'opinion publique sur leur importance dans la concrétisation des objectifs de développement durable. Ces entreprises sont à la source de nombreuses opportunités d'emploi et de revenus dans le monde entier. Elles sont reconnues comme un vecteur de développement et de réduction de la pauvreté. Les MPME emploient une proportion plus importante de main-d'œuvre généralement plus défavorisée, comme les jeunes, les femmes et les personnes provenant de milieux populaires. Elles sont parfois même les seules à fournir des emplois dans des milieux ruraux. Ces entreprises sont donc en première ligne face aux besoins sociaux et fournissent un filet de sécurité en matière d'inclusion. Cette année, la journée ne vise pas seulement à sensibiliser à la nécessité d'investir davantage dans les petites et moyennes entreprises dans les pays en développement, mais veut également illustrer l'importante contribution que celles-ci apportent à l'économie mondiale. Invité à exposer sur la stratégie d'amélioration de l'accès des petites et moyennes entreprises au crédit bancaire au cours du conseil de cabinet tenu le 25 juin 2018 dans la capitale politique du Cameroun, le ministre camerounais des Finances de l'époque, Alamine Ousmane, avait énuméré deux principaux obstacles qui se dressent sur le chemin du financement des petites et moyennes entreprises dans notre pays. Il s'agissait principalement, révélé alors le communiqué final ayant sanctionné les travaux de cette grande messe mensuelle du gouvernement camerounais, de la faible structuration de ces entreprises, caractérisée par une absence de plan d'affaires et une capacité limitée d'autofinancement qui ne permettent pas de couvrir leurs besoins prioritaires en investissement. Et pour pallier à ces insuffisances, le gouvernement avait alors engagé plusieurs initiatives, notamment la création de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, de la Banque camerounaise des PME, la mise en place des centres de formalité de création d'entreprises et la promotion des centres de gestion agréés pour assister les dirigeants des PME. La baisse d'1 million à 100 000 francs CFA du montant minimum du capital social des sociétés à responsabilité limitée. L'ouverture d'un bureau de mise à niveau des entreprises évoluant dans le secteur industriel. Pourtant, en dépit de ces mesures, les petites et moyennes entreprises constituant environ 80% du tissu économique local et disposant de la moitié des emplois pour seulement 36% du PIB restent fragiles et leur cycle de vie excède difficilement 10 ans selon quelques mouvements patronaux au Cameroun. L'évier de l'économie, les PME camerounaises peinent donc à se développer. L'absence de financement demeure une réalité. Malgré la surliquidité des banques, les blocages administratifs persistent et le non-remboursement des crédits de TVA, tout comme l'épuration totale de la dette intérieure, constituent des goulots d'étranglement pour le développement de ces entreprises de petite taille. Des problèmes des petites et moyennes entreprises au Cameroun qui ont donc des causes à la fois endogènes mais également exogènes. Constituant près de 80% du tissu économique local et disposant de plus de la moitié des emplois pour seulement 36% au produit intérieur brut, les petites et moyennes entreprises sont des leviers de croissance au Cameroun qui peinent pourtant à jouer leur rôle pleinement au sein de l'économie de notre pays. Plusieurs problèmes plombent en effet l'efficacité de ces entreprises de petite taille, de la faible structuration à l'accès au financement. Vous avez eu dans le reportage suivant les causes du développement qui sont à la fois endogènes et exogènes.
et qui plombe l'essor de ces petites et moyennes entreprises dans notre pays. Parlons à présent de la sensibilisation des tenanciers de débit de boissons au Cameroun. Le sous-préfet du 3e arrondissement de la ville de Douala signe la fin de la récréation. Les exploitants de débit de boissons ont été sommés de respecter la réglementation en vigueur. Frédéric Moutomé et Raoul Ouattat nous en disent davantage. Je me suis plainte par rapport aux bars qui nous nuisent dans le quartier, nous empêchant de dormir. Donc j'ai posé ce problème à monsieur le sous-préfet. Il a dit qu'il va trouver solution par rapport à ça, parce que vraiment nous sommes débordés au quartier Sormor. Ce constat est celui de la quasi-totalité des populations du quartier Sormor à de la 3e. Des débits de boissons qui fonctionnent dans l'illégalité et l'irrespect criard des lois et règlements de la République en la matière. D'ailleurs, pour les populations, les débits de boissons se sont spécialisés dans les nuisances sonores et les déviances de toutes sortes qui doivent cesser. Et force doit revenir à la loi, a martelé le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e au cours d'une concertation. Nous leur avons dit tout le monde est égal devant la loi. Tout débit de boisson qui ne respectera pas la réglementation en vigueur va être sanctionné. Nous avons invité ces exploitants à respecter la tranquillité publique en évitant de mettre des nuisances sonores qui mettent à mal le voisinage et surtout également aussi à respecter les horaires d'ouverture et de fermeture de ces débits de boissons. Sensibiliser ces populations, j'allais dire ces exploitants, pour qu'ils dénoncent tous les présents suspects qui puissent se retrouver dans leur milieu. Donc nous faisons croire qu'ils ont compris et que nous n'arrêterons plus de plaintes sur les nuisances sonores et autres actes déviants. Une concertation dont l'objectif a davantage été d'annoncer une phase de sensibilisation sur le terrain avant la mise en route de la répression, donc de la fermeture, le cas échéant. Que monsieur le sous-préfet a tout expliqué, ça nous donne aussi l'opportunité maintenant d'aller dire à ces vendeurs-là, même ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, nous allons leur retransmettre la nouvelle pour qu'ils comprennent que cette histoire est fondée. Quand on prévient avant de sceller, c'est encore une bonne chose, parce qu'on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est important de sensibiliser. Après la sensibilisation, si on scelle, je ne vois pas ce que chacun doit dire. Ce que nous allons faire sur le terrain, c'est de rappeler les instructions de monsieur le sous-préfet, qui dit que tout le monde doit fermer à l'heure normale. Aucune musique ne doit être au-delà de minuit. Les gens ont le droit de se reposer comme il a dit. Et mon rôle en tant que chef, c'est de protéger ma population. L'espoir est désormais nourri au quartier Sormor à Douala 3e avec le mot d'ordre lancé par l'autorité administrative, à savoir le sous-préfet de Douala 3e qui dit plus de nuisances sonores issues des débits de boissons dans ce quartier au-delà de minuit tel que prescrit par les lois et règlements de la République. Garde donc aux contrevenants. Nous parlons à présent de politique dans cette édition de l'information du 20h à l'initiative de la communauté de l'ONACO résident à Douala. Le président de la section RDPC Mungo Nord-Ouest 2 vient de séjourner aux côtés de son électorat. Georges Christol Manon était venu prendre le pôle des fils et filles de l'ONACO et remobiliser ses troupes dans la perspective des prochaines échéances électorales. Jean-Germain Yedna, Château-en-Vallon. C'est une véritable communion entre le président de la section RDPC, Mungo Nord-Ouest 2, et la grande communauté du Lonaco dans le département du Mungo, résidant à Douala. À l'initiative des fils et filles de cette localité, bastion politique du RDPC, Georges Christol Manon est venu s'enquérir du quotidien de ses frères et sœurs vivant dans la capitale économique du Cameroun et recueillir les doléances de ces hommes et femmes. Cette marée humaine qui m'accueille m'honore plus d'un titre. Et je suis très heureux de me retrouver parmi les miens. Donc c'est un sentiment de joie, de fierté et de reconnaissance également pour cet accueil fraternel qui m'est réservé à moi-même et à ma délégation. Nous appelons ainsi toutes les leaders de l'ONACO à se mobiliser pour que le l'ONACO avance. Parce que la seule personne de M. Manon ne saurait faire avancer le LONACO. Donc vraiment, nous en appelons à la diligence et vraiment à la disponibilité surtout et à la compréhension de toute l'élite de l'ONACO pour qu'elle s'unisse afin que l'ONACO prospère encore plus.
Nous avons été très satisfaits dans la mesure où M. Manon, qui est une grande élite du LONACO, a tenu vraiment des paroles à l'égard d'une jeunesse perdue qui ont soulagé beaucoup d'entre nous. Je pense que le problème de la jeunesse aujourd'hui est beaucoup plus celui de l'emploi, financement de projets de jeunes. Et je pense qu'il a répondu à ces questions d'une manière un peu plus spécifique, ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui une idée, un rendement vraiment meilleur dans la mesure où il pourra satisfaire des possibilités d'emploi pour nous jeunes qui sont dans un chômage vraiment très délicat. Et au-delà des questions liées au développement du LONACO et du plein épanouissement de sa population, la jeunesse en particulier, le président de la section RDPC, Mungo Nord-Ouest 2, est venu remobiliser cette troupe en vue des prochaines échéances électorales. Nous devons être unis, soudés, autour du parti pour que le LONACO, qui a toujours beaucoup donné, continue à donner et apporter sa contribution à la paix, au développement et au vivre ensemble que notre président national nous demande de cultiver. Le développement de nos congrès passe par le développement économique, le développement social et beaucoup plus de développement politique. Parce que la politique est comme le nucléaire de toutes ces activités, le nucléaire de tout ce que nous pouvons réclamer. C'est la politique qui va nous faire développer, c'est la politique qui va nous donner les routes. Des thématiques exposées et autres allocutions prononcées. Un seul dénominateur commun, le LONACO reste debout, plus que par le passé, n'entend pas fléchir ou encore prêter le flanc aux vendeurs d'illusions, mais plutôt faire du 100% aux élections à venir. Le message que nous passons, c'est que davantage nous devenons encore champions, pas seulement dans le littoral, mais dans tout le Cameroun, que nous battons le plus grand record du Cameroun. Et pour y parvenir, un appel à la mobilisation tous azimuts a été lancé par l'élite du LONACO pour des inscriptions massives sur les listes électorales avant la convocation du corps électoral. Bien avant cette séance de travail, le président Georges Christol Manon a assisté au tournoi de l'amitié remporté haut la main par le canton Balondo. Plus de peur que de mal dans le quartier Ngwa, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Nkonsamba, c'est dans le département du Mungo. Un chauffeur ayant perdu le contrôle de son véhicule, ce dernier a achevé sa course dans une maison d'habitation. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais des lésions graves ont été constatées sur les blessés. Jean-Jean Mayedna, Château-N-Vallon. Seul le film, vécu ce matin par les populations du village Ngwa, dans l'arrondissement de Nkonsamba 3e, département du Mungo, traduit à suffisance la violence du choc. Parti de Bamenda, dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, pour la ville de Douala, avec à bord 5 passagers. C'est sur le mur du domicile de maman et Bondi Céline du village Ngwa que ce véhicule jaune de marque Toyota va finalement achever sa course folle. Transporté de toute urgence au centre médical protestant EEC de l'ONACO, quartier Barré Soumtou Aviation, le chauffeur du véhicule accidenté qui revient de très loin tente de raconter sa mésaventure. Ce qui s'est passé à 1h, il y a un camion qui venait. Il est venu me basculer. Autant maintenant que je me tiens maintenant pour guider le volant, la voiture maintenant a fait tourner au moins 4 fois. On est allé maintenant casser maintenant une maison carabo de la maman. J'étais là au coma déjà là-bas présentement. Là-bas, je ne parlais plus, je ne faisais plus un mouvement. Ils m'ont seulement retiré. Puis on m'a amené ici. La voiture est passée à vive allure là-bas au contrôle. Oui, elle est passée ici. Donc, il semblerait qu'elle est arrivée quelque part ici. Elle a perdu le contrôle. Le chauffeur a perdu le contrôle de la voiture. Et puis, la catastrophe s'est produite. Il y avait combien de personnes dans la voiture? Il y avait 5 personnes dans la voiture. Et ils sont où tous? Bon, dans la nuit, le policier a amené 4 à l'hôpital. Il y a un qui est resté. Il est resté pour garder les bagages.
Fort heureusement, l'accident n'a enregistré aucune perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels et des blessés graves, parmi lesquels la dame, propriétaire du domicile. Papa, je me suis couché, je ne savais rien, je ne connaissais pas. Je me suis retrouvé dehors, disant que le monsieur qui était peut-être le chauffeur m'a trouvé dans la chambre devant mon lit. Il était par terre, j'étais sur le lit avec l'enfant. J'ai seulement suivi comment quelqu'un criait devant mon lit. C'est quand j'ai ouvert les yeux, en regardant, j'étais déjà... J'ai vu que la place était, il n'y avait plus j'étais que dehors. Bon, tu dormais, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y avait un certain âge, j'étais partie dormir. Je ne sais plus à quoi je pensais. Au moment où ma grand-mère se tournait au lit, on a suivi comment la voiture a cassé le mur. Maintenant, ma grand-mère me dit qu'il y a quelqu'un sur le lit. Je dis qu'il y a qui? Que je ne vois personne. Elle dit qu'il y a quelqu'un sur le lit. Elle dit qu'on sort. Une enquête a été ouverte par les autorités policières afin de déterminer les causes exactes de cet autre accident de la circulation. Et en cette période des grandes vacances, où le trafic est de plus en plus dense sur nos axes routiers, le respect du code de la route, la vigilance et le sens de responsabilité des conducteurs devront être de mise. La grande famille des conducteurs de motocycles à titre onéreux dans la ville de Melan est en deuil. Le jeune Tiwa Derek Franklin, âgé de 25 ans, conducteur de moto, s'est écroulé ce jeudi dans un bénitariat alors qu'il s'apprêtait à prendre son petit déjeuner. Jean-Germain Yedna, Château-N-Vallon, une fois de plus. Difficile de contenir cette marée humaine du quartier New Melan et ses environs, mobilisés autour de ce bénitariat. Après la triste nouvelle qui s'est très vite répandue comme une traînée de poudre. Venu prendre son petit déjeuner, comme il en avait d'ailleurs l'habitude, tous les matins, dans ce bénitariat, Tiwa Derek Franklin va soigneusement garer son engin, passer sa commande, beignet haricots bouillis, avant de s'écrouler quelques minutes après et a rendu l'âme sur le carreau. Il s'est rendu là pour prendre sa bouillie, il n'a même pas pu boire la bouillie, il est tombé, il est mort. Vraiment, cette mort tragique, vraiment moi je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé, je ne sais pas vraiment quoi dire. Ton frère qui est couché, il est mort. Voilà, j'arrive aussi, je vois c'est guéri. Je devais dire que quoi encore? Il est mort où là? C'est dans un bénitariat. Donc ça veut dire qu'il a garé sa moto pour aller... Il a garé sa moto. Sa moto est là derrière. Selon les membres de sa famille, voisins, amis, ainsi que ses collègues mototaximens à Melan, ce jeune bensikuneur de 25 ans ne présentait aucun signe de maladie ni de faiblesse jusqu'à ce jeudi matin, avant sa mort subite. Ce matin, j'étais avec le petit, il était bien et belle portant. J'arrive en plantation, on m'appelle, on me dit que le petit frère a rendu là. Je demande comment, on me dit qu'il est mort dans un bénitariat. Il s'est rendu là pour prendre sa bouillie, il n'a même pas pu boire la bouillie, il est tombé. Il est mort, vraiment, cette mort tragique. Est-ce qu'il était d'abord avant malade? Est-ce qu'il était malade? Non, il n'était pas malade. Il garde la moto pour boire la bouillie. Oui, il travaillait depuis le matin. Est-ce qu'il était malade? C'est lui qui m'a porté à la forêt le matin pour m'amener ici. Ce matin, je suis arrivé, il se quittait à la forêt à 7h. C'est lui qui me porte pour me laisser ici. Je lui donne 500. Il n'a pas de monnaie. Je dis, ok, comme tu n'as pas de monnaie, tu vas pas rouler, non. Informés, les hommes maintenus et les médecins légistes sont descendus sur les lieux où une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes du décès subit de cet originaire des Bamboutos dans la région de l'Ouest. Tiwa Derek Franklin, dont la dépouille a été transportée pour une morgue de la place devant une foule médusée de la grande famille des mototaximens de l'arrondissement de Melan.
Monseigneur Cornelius Fontem Échoua, évêque de Bamenda, capturé dans la nuit de lundi à mardi, a été finalement libéré par des mouvements séparatistes identifiés. La scène s'était produite près de la localité de Djinikejem, Boy, dans la région du nord-ouest du Cameroun. De retour au sein de sa communauté après une nuit de captivité, l'émotion était vive et la joie était intense au sein des autorités religieuses. Praxès de Toulou nous en dit davantage. Plus de peur que de mal. Monseigneur Fotem Cornelius Essoa, après avoir été retenu captif dans les nuits du lundi à mardi par des individus non identifiés et taxés de séparatistes anglophones selon les sources, a été remis en liberté. Une nouvelle qui apporte de la réjouissance au sein du cercle des autorités religieuses et de la grande communauté du nord-ouest Cameroun. Monseigneur Fotem Cornelius Essoa aurait été pris à partir de son véhicule où il se trouvait en compagnie du chauffeur et d'un prêtre. Ils auraient tous été bloqués par le groupe armé et sa détention n'aura duré qu'un seul jour. Sa prise en otage a causé plusieurs désaccords au sein du groupe sécessionniste, ce qui finalement a débouché sur sa libération ce mercredi 26 juin. Cet événement n'est pas de nature à installer un climat de sérénité en ce moment de dialogue instigé par les religieux et certains membres du gouvernement pour régler et trouver une porte de sortie à la crise anglophone ambiante. Rappelons que ce n'est pas la première fois que les tentatives de prise d'otages et les kidnappings se déroulent. Il y a moins d'un an, l'évêque auxiliaire Monseigneur Michael Niabwese Bibi a été enlevé au mois de décembre et ensuite relâché. Plusieurs personnalités politiques, en l'occurrence John Frundi, qui a été kidnappé, Kiremuna, qui aurait subi une tentative de kidnapping, ont vécu ces événements traumatisants. Plusieurs enfants enlevés dans cette même zone et rendus à la liberté plus tard. C'est donc un phénomène qui tend à devenir légion au nord-ouest et qui serait peut-être judicieux de faire stopper par les autorités en charge. Hors de nos frontières à présent, au Rwanda, il est désormais possible d'apercevoir des femmes aux commandes des mototaxis tentant de se frayer un passage au milieu des bouchons de la capitale rwandaise. Les détails de nos confrères d'Africa News. Il est désormais possible d'apercevoir des femmes aux commandes des mototaxis se faufilant au milieu des files de voitures coincées dans les embouteillages à Kigali au Rwanda. Moins chers et rapides, les engins à 2 roues sont beaucoup plus sollicités aux heures de pointe dans la capitale rwandaise. Louise Karegeya, 21 ans, fait partie d'un groupe de femmes motocyclistes qui s'imposent progressivement dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes. Au début, les gens n'acceptaient pas notre présence et disaient qu'ils n'avaient jamais entendu parler de femmes conduisant des motos, que c'était impossible. Mais ils ont fini par s'habituer et certains clients nous recommandent même à leurs amis. Vous avez des clients qui viennent vous dire « Mon ami a fait un bout de trajet avec vous et vous a recommandé ». D'après ces femmes pionnières, la moto-taxi est un véritable visa pour l'autonomie financière. Cette activité leur rapporte entre 14 et 19 $ par jour. Ce travail est très important pour moi, car il m'aide à prendre soin de mes enfants, à avoir un toit et me donne suffisamment d'argent pour payer les frais de scolarité de mes enfants. Environ 40 femmes formées par l'association Women Riders Rwanda sillonnent les rues de Kigali au quotidien. L'objectif est d'en former 200 à l'horizon 2020. Mais il reste encore beaucoup à faire pour atteindre la parité homme-femme dans ce domaine. En sport, à présent, la Coupe du Cameroun édition 2019 se disputera ce dimanche à Yaoundé et mettra aux prises Stade Renard de Melan à FAP de Yaoundé. Cette rencontre sera présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Joseph John Gouté, en lieu et place du président de la République, Paul Biya. Retour sur le parcours des finalistes avec vous, Zobel Apollinaire Bon. Dernière, ce sont 2 clubs, dont l'un de Ligue 1 et l'autre de Ligue 2 qui vont s'affronter lors de cette finale très attendue. Ces 2 clubs se sont brillamment distingués pendant la phase éliminatoire.
En 16e de finale, le représentant du littoral en Ligue 1, Stade Renard de Melon, a battu la formation de Foudre d'Akololinga, tandis que les forces armées et police prenaient le dessus sur le champion du Cameroun en titre, UMS de Loum. En 8e de finale, FAP de Yaoundé domine la formation de AS Fortuna, tandis que Stade Renard de Melon élimine à cette étape de la compétition New Star de Douala. Les deux clubs se retrouvent ainsi dans le dernier carré. FAP fait tomber le grand Coton Sport de Garoua et Stade Renard de Melon prend le dessus sur Faubourg Club de Baham. Et enfin, lors des rencontres des demi-finales, Stade Renard de Melon et FAP de Yaoundé s'imposent respectivement sur Dragon et AS Etouameki. Au terme de la finale, prévue pour dimanche prochain, l'on connaîtra le successeur des Sports de la Léquier, vainqueur de l'édition dernière, et en conformité avec les exigences de la Confédération africaine de football, qui veut que les représentants camerounais aux Coupes africaines interclubs soient connus avant la fin de ce mois de juin, le cabinet civil de la présidence de la République pour arrêter la date du 30 juin prochain, quelques jours seulement après les rencontres des demi-finales. Une grande première au Cameroun. La Coupe du Monde féminin pourrait jouer les prolongations pour les Lions indomptables du Cameroun. Éliminés en 8e de finale de cette compétition, les Pouliches d'Alain Diemfa pourraient payer le lourd tribut de leur comportement lors de ces 8e de finale qualifiés d'antisportifs par l'instance fêtière du football mondial. Zobel Apollinaire Ban. Avant de refermer cette édition de l'information ce soir, nous vous rappelons les principaux titres qui ont constitué la vitrine. D'abord dans la partie septentrionale du Cameroun où s'est rendu le ministre des Petites et Moyennes Entreprises à l'effet de présenter les opportunités et les atouts des centres de gestion agréés mis sur pied pour sortir les petites et moyennes entreprises du Cameroun de l'informel. Également en titre, nous avons évoqué ces femmes qui sont désormais aux commandes des motocycles à titre onéreux tentant de se frayer un passage dans la capitale du Rwanda. En sport, la Coupe du Cameroun se dispute ce dimanche à Yaoundé. L'événement sera présidé par le chef du gouvernement, Premier ministre, le Dr Joseph John Gouté, en lieu et place du président de la République, Paul Biya. La rencontre mettra aux prises Stade Renard de Melon à FAP de Yaoundé. Dans cette édition, nous sommes revenus sur le parcours des finalistes. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.